Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. En Tunisie, après les législatives, le temps des négociations. Le leader de Nida Tounes, félicité par le leader du parti Ennahda, avant même les résultats définitifs. Le chef de file des laïcs confirme pour former un gouvernement de coalition. Et la guerre en Syrie qui se transporte au Liban voisin après 4 jours de combat. L'armée libanaise a repris le contrôle du quartier islamiste de Tripoli. Vous entendrez le Premier ministre libanais depuis Berlin où il est en visite. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Je l'ai annoncé en titre. En Tunisie, après les législatives, le temps des négociations qui s'accélèrent. Le leader de Nida Tounes, félicité par le leader d'Ennahda avant même les résultats définitifs. Le chef de file des laïcs est confiant pour former un gouvernement de coalition. Le parti laïque Nida Tounes en tête des législatives tunisiennes. Les premiers résultats le confirment. Les islamistes arrivent en deuxième position. Le chef d'Ennahda l'a reconnu. Il a félicité Béji Caïd Essebsi pour sa victoire. Sur son compte Twitter, sa fille a publié une photo de Rached Ghannouchi au téléphone avec son rival. Le leader historique d'Ennahda a également remercié les Tunisiens pour s'être rendus aux urnes. Nous félicitons la Tunisie pour cet événement démocratique qui lui donne une position de leader dans le monde arabe et fait d'elle un phare pour le reste du monde. Nous nous félicitons de cela. Pour gouverner, Nida Tounes devra former une coalition. Objectif, obtenir une majorité de 109 sièges sur 217. Sur France 24, Béji Caïd Essebsi a affirmé que cela ne posait aucun problème à son parti. Nida Tounes a toujours affirmé que même s'il obtenait la majorité absolue à lui seul, il ne gouvernerait pas tout seul, mais il rechercherait un consensus avec d'autres sensibilités politiques. C'est dans l'intérêt de la Tunisie et aussi même dans l'intérêt de Nida Tounes de ne pas gouverner tout seul dans cette période encore transitoire et encore plus difficile. Près de 4 ans après leur révolution, les Tunisiens sont sur le point de se doter d'institutions stables. Prochaine étape, l'élection présidentielle du 23 novembre. Nous restons toujours dans la sous-région Afrique du Nord. Paré à toute éventualité, le Maroc vient de relever son niveau de vigilance. Un nouveau dispositif de sécurité a été lancé. Il vient renforcer la batterie de mesures déjà mises en place pour assurer la sécurité des citoyens marocains et même des visiteurs étrangers. Ce plan qui sera mis en place progressivement dans tout le royaume est déjà opérationnel. Des agents de la gendarmerie royale, des forces armées royales et de la sûreté nationale réunis dans une même patrouille. À partir d'aujourd'hui, ces unités mixtes reconnaissables à leur brassard rose seront déployées à l'extérieur et à l'intérieur de sites dits sensibles, comme ici à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Nous avons besoin de cette importante présence des forces de l'ordre car elle nous rassure quant à la mobilisation des autorités marocaines pour la défense des citoyens. C'est très rassurant. Cette présence renforcée des agents de sécurité est salutaire. Policiers et militaires ensemble, une image symbolique d'une coordination encore plus étroite entre les différents intervenants. Objectif, mieux sécuriser cette plateforme aéroportuaire et d'autres aéroports du pays et faire ainsi face à toute menace ciblant la navigation aérienne. Nous sommes appelés aujourd'hui à relever notre niveau d'alerte et de vigilance et de présence policière afin de répondre à d'éventuelles menaces. De plus, la coordination entre les différents services sécuritaires a été renforcée pour une meilleure mise en œuvre du nouveau dispositif sécuritaire Hadar. Des patrouilles mixtes déployées progressivement au niveau de tous les sites classés sensibles par le ministère de l'Intérieur. C'est l'un des axes du nouveau dispositif Hadar annoncé il y a 48 heures pour renforcer le plan national de vigilance en vigueur au Maroc depuis juillet dernier. Direction la Syrie pour parler de l'assaut mené par les rebelles du front Al-Nosra, assaut contre la ville d'Idlib. Les forces de Bachar al-Assad semblent garder le contrôle de cette localité, qui est un des derniers bastions du régime dans le nord-ouest de la Syrie.
Lundi à l'aube, des groupes rebelles infiltrent Idlib, ville du nord-ouest de la Syrie. L'assaut est coordonné, visant le centre-ville, mais aussi la périphérie. Sur les réseaux sociaux, le Front Al-Nosra énumère leur victoire. Ils seraient parvenus à couper les voies d'approvisionnement vers Idlib, auraient capturé des soldats et des chars et se seraient emparés du siège du gouvernorat. Sur ce point, le régime annonce avoir délogé les rebelles. Un grand nombre seraient morts, tout comme des dizaines de soldats. Les combats s'intensifient depuis plus d'une semaine dans la province d'Idlib. Sur ces images amateurs, l'armée de l'air effectue des frappes aériennes, plus de 600 bombardements à l'aide de barils d'explosifs lâchés par hélicoptère. Contrôlé depuis plus d'1 an par les forces de Bachar el-Assad, Idlib est l'un des derniers bastions du régime dans le nord-ouest de la Syrie. Mais la périphérie de la ville est aux mains des combattants de l'opposition. Cette province du Nord est très disputée depuis le début du conflit. En 2012, l'armée syrienne libre avait brièvement pris le contrôle d'Idlib avant d'être chassée par les troupes d'Assad. Aujourd'hui, ce sont les combattants du Front Al-Nosra qui font face au gouvernement. Et le Liban déstabilisé justement par la guerre en Syrie. Après 4 jours de combat, l'armée libanaise a quand même pu reprendre lundi le contrôle du quartier islamiste de Tripoli, deuxième ville du Liban située au nord. Ces combats qui ont atteint pour la première fois le centre historique ont fait 16 morts, 11 soldats tués. Des milliers d'habitants ont fui la grande ville, en partie ravagée. On écoute le Premier ministre libanais à Berlin ce mardi. Nous avons laissé le Liban ce matin au milieu d'une intense bataille contre le terrorisme menée par l'armée libanaise. Elle a été capable d'intervenir avec force et de rétablir la stabilité dans le pays. Retour sur le continent avec l'immigration qui continue de faire parler d'elle. 92 Nigériens retrouvés morts à la frontière entre le Niger et l'Algérie. Un choc pour le pays et qui suscite beaucoup d'interrogations. Les victimes sont pour la plupart originaires de Zinder, où l'élevage et l'agriculture sont les principales activités. Les autorités de Niamey entendent prendre des mesures idoines, sociales, économiques et même juridiques répressives pour pallier au phénomène. Ce phénomène lié à la pauvreté des populations n'arrive pas à être endigué et continue de faire des victimes. On en parlait dans nos précédentes éditions. Retour sur la visite d'Akon à Bamako ce dimanche. Le célèbre musicien américain d'origine sénégalaise a eu droit à un accueil des grands jours en communant, où il a procédé à l'inauguration d'un projet d'électrification solaire qu'il a lancé il y a quelques mois. Yacouba Dansoko et Moussa Bari. Akon, la star américaine du rap d'origine sénégalaise, est arrivée dans la capitale malienne. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme Akon Lighting Africa, dont l'objectif est de doter l'Afrique d'énergie nécessaire pour son développement. À Sikoroni, c'est une véritable liesse populaire qui l'a accueilli. Dans ce quartier de la commune 1 de Bamako, Alioune Badara Thiam, plus connu sous le nom Akon, est venu inaugurer des projets d'énergie solaire qu'il a lancés il y a quelques mois. Notre objectif est de commencer avec l'énergie solaire, ensuite travailler sur l'infrastructure pour pouvoir produire plus d'énergie. En tant qu'Africains, il nous revient de nous battre pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Mais ce qui est fondamental, c'est l'unité. Quant à nous, nous travaillerons pour amener l'électricité partout en Afrique où le besoin se fait sentir. Plusieurs localités maliennes sont concernées par ce vaste projet d'électricité solaire. Nous sommes mis ensemble au mois de décembre passé pour mettre en place cette initiative qui est Akon Lighting Africa, qui a pour but d'électrifier les zones rurales en Afrique. Après Bamako, l'artiste musicien s'est envolé pour Dakar,
Une autre étape de cette tournée qui doit le conduire dans 7 pays africains où il procédera à l'inauguration de plusieurs projets qui participent au développement de l'Afrique. Et pour terminer, la 19e conférence des directeurs généraux des douanes des pays totalement ou partiellement francophones qui s'est tenue ce lundi à Dakar. Cette rencontre qui prendra fin ce mardi portera essentiellement sur la mise en œuvre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, la facilitation des échanges et le rôle des administrations douanières dans la compétitivité économique. Louise Tinassagnan, Bendambay et Antoumar. Après Bruxelles en 2013, la 19e conférence des directeurs généraux des douanes des pays totalement ou partiellement francophones s'invite à Dakar. Cette rencontre fait focus sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges, le partenariat avec le secteur privé et la coopération entre administrations douanières. L'administration des douanes est placée en ce moment au cœur des échanges. Et c'est véritablement la raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour échanger autour de ces défis, partager les expériences et nous enrichir mutuellement. En ce qui concerne le Sénégal, son ambition est de faire du service des douanes une administration performante portée par une exigence de qualité au profit des entreprises et des populations, et ceci conformément aux orientations stratégiques des pouvoirs publics éloquemment déclinées dans le plan Sénégal émergent. Le Sénégal a enregistré des avancées significatives avec notamment la dématérialisation des procédures et formalités du commerce extérieur qui a permis des gains de temps ainsi qu'une réduction considérable des coûts des opérations en douane. Le partenariat avec le secteur privé, exprimé à travers l'application de mesures de facilitation, dont l'une des plus importantes est le programme de partenaires privilégiés. Je reste persuadé qu'à l'issue de vos travaux, un jalon supplémentaire sera posé pour la réalisation de notre volonté commune de faire des douanes francophones des piliers essentiels dans la poursuite de l'émergence et du renforcement économique de nos pays. Rappelons que le Sénégal abrite pour la 12e fois la conférence des directeurs généraux des douanes après l'avoir accueillie en 1987. Voilà, c'est sur cette rencontre des services de l'assiette que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.